à long terme, c'est d'être vraiment leader sur le marché français, voire européen rapidement. Lorsque j'ai décidé de lancer Libero, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit mon projet sur un PowerPoint, sur une vingtaine de pages. Finalement, aujourd'hui, notre meilleur canal d'acquisition, c'est le bouche à oreille, donc c'est le recommandation par les pairs. C'est grâce à ces réseaux-là qu'on a pu rencontrer effectivement des business angels qui nous ont très vite indiqué qu'ils souhaitaient vraiment participer au développement de notre projet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Comme tu le sais, les barrières pour entreprendre dans la Health Tech sont plus importantes qu'ailleurs. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi pour rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. Ils sont entrepreneurs, avocats, chargés de valorisation, mais bien plus encore, et ce sont eux qui tous les jours construisent l'écosystème Health Tech français. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des histoires, des parcours et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Ces échanges seront aussi l'occasion d'obtenir des conseils concrets, mais aussi des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce bel écosystème. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Bonjour Florence et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce nouvel épisode de Health Tech in Progress. Donc comme tu le sais, on est parti pour une trentaine de minutes d'échange. Et ma première question, c'est de savoir depuis où travailles-tu sur Liberos ou Libero d'ailleurs, est-ce que tu peux me le dire ? Libero, c'est Libero qu'il faut mentionner. Ok, parfait. Donc du coup, depuis quelle ville tu travailles sur Libero ? Depuis quelle ville ? Oui, depuis quelle ville ? C'est ma question, ça me permet de situer sur la carte de France des entrepreneurs. On travaille depuis... nos bureaux sont à Paris, mais on exerce sur toute la France. D'accord, ok, sur toute la France. Et donc, quel est ton parcours avant d'avoir lancé Libero ? Alors, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé à l'hôpital public et dans des structures privées également, en oncologie médicale essentiellement. Et par la suite, j'ai travaillé également en service de soins infirmiers à domicile et en région parisienne, ce qui m'a permis à la fois de voir le milieu hospitalier et le milieu domicile. Et c'est vrai que c'est une question assez classique, mais qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer vers le cursus infirmier ? Alors, initialement, lorsque j'étais très jeune, je voulais devenir médecin. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de la santé. Et par la suite, j'ai effectué une première année de médecine le système fac m'a pas forcément plu. Et c'est pour cela que lorsque j'ai identifié les autres métiers du médical et du paramédical qui pourraient être très rapidement dans l'opérationnel, j'ai identifié le métier de l'infirmier et je me suis lancée assez rapidement. D'accord. Et une autre question, pour connaître un petit peu les débuts de Libero, on sait qu'il y a un petit peu deux types d'entrepreneurs. Il y en a chez qui c'est un déclencheur, il y a vraiment quelque chose qui les frappe et puis ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils se lancent dans un projet. Il y en a d'autres chez qui le processus est un petit peu plus linéaire. Donc toi, tu te situes de quel côté de la balance ? On va dire que c'est quelque chose quand même d'assez réfléchi dans le temps. Après avoir exercé quelques années, alors j'ai exercé, on va dire 3 ans et demi, 4 ans en tant qu'infirmière dans les soins. Et c'est au fur et à mesure des expériences où on identifie qu'il y a toujours forcément quelque chose à améliorer. Et au fur et à mesure, donc c'est plutôt linéaire, mais après du jour au lendemain de la création, bien sûr, où j'ai identifié cette problématique d'organisation des soins à domicile. Ok, donc c'est comme ça que tu as lancé. Donc tu me fais faire la transition toute faite. Est-ce que tu peux nous présenter Libero et ce que vous proposez comme service ? Oui, bien sûr. Donc, Libero, c'est une solution qui permet de coordonner la mobilisation de professionnels de santé partout en France, selon un protocole donné, et pour tout type de patients. Donc, à la fois mobiliser des infirmiers pour des
des missions en entreprise de vaccination, par exemple, mais aussi des kinésithérapeutes et du service à la personne pour des soins à domicile en post-hospitalisation. Donc, on est capable de coordonner toutes ces mobilisations grâce à du digital et à de l'humain. Et vous êtes combien de personnes dans votre équipe et peut-être aussi l'équipe fondatrice? Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes dans l'équipe au global. À la base, donc, j'ai cofondé Libérou avec mon associé qui s'appelle Jean-Christophe Klein, qui est lui de formation plutôt école de commerce et banque d'investissement. Et donc, on a au fur et à mesure agrandi l'équipe avec l'aspect tech, l'aspect opération, marketing, com, pour apporter d'autres cordes à nos arcs. Je lisais justement je lisais ou j'ai écouté, je ne sais plus, dans l'une de tes précédentes interviews, que vous aviez commencé sans tech. Et ça, c'est une grosse question que j'avais à te poser, c'est comment vous avez fait pour vous lancer sans tech? Quelles ont été vos actions? Comment vous y êtes pris finalement? Alors, on a quand même tout de même commencé avec de la tech. Dans le digital de la santé, on avait de la tech, mais on avait une plateforme parce que sécurisée, mais qui était assez simple d'utilisation, qui nous a permis on l'a testé rapidement, en fait, surtout auprès d'utilisateurs, patients ou professionnels de santé. Effectivement, quand on dit qu'on n'avait pas forcément, dans l'équipe fondatrice de tout départ, on n'avait pas forcément un développeur en tant que tel, mais on a quand même fait appel à un prestataire qui nous a permis de développer une première ébauche du site. Et ensuite, très vite, au bout de quelques mois, on a développé l'équipe tech qui nous a permis de consolider les prérequis pour notre solution et développer très rapidement les outils. Il me semble aussi avoir compris que vous étiez allé voir très rapidement des business angels. Est-ce que c'est le cas et comment ça se fait que vous soyez allé aussi vite vers eux et que vous ayez réussi à les convaincre aussi rapidement finalement? Alors, au début de l'aventure, quand j'ai cofondé Libéraux, quand j'ai déposé les statuts pour la société, tout de suite, effectivement, en tant que soignant, donc je n'ai pas de compétences techniques a, a priori, et mon associé non plus. Donc, il nous fallait très vite identifier des compétences qui pouvaient nous aider à développer rapidement tout le projet, qui reposait tout de même sur de la technologie et, et du web. Et donc, c'est pour ça que très vite, on a eu besoin d'identifier du financement qui nous permettait à la fois d'embaucher et de payer des prestataires pour ce faire. Et puis, on nous a aussi très vite, au départ, indiqué que la recherche de fonds était quand même intéressante. C'est quand même très rare d'avoir accès à des fonds aussi rapidement. Donc, si tu peux le dire, est-ce que tu sais comment vous avez fait pour rassurer aussi rapidement des business angels? Alors, pour lever de l'argent aussitôt dans l'histoire de l'entreprise, d'une part, un premier point, c'est le réseau. Donc, le réseau d'entrepreneurs, le réseau d'investisseurs qu'on a pu rencontrer très rapidement grâce à nos échanges avec soit des amis ou alors des entreprises qui accompagnent des startups en e-santé ou jeunes. Et c'est grâce à ces réseaux-là qu'on a pu rencontrer effectivement des business angels qui nous ont très vite indiqué qu'ils souhaitaient vraiment participer au développement de notre projet, tant parce que ça les touchait eux, à proprement parler en tant que personnes, qu'ils avaient accompagné déjà des patients ou des proches dans la maladie à l'hôpital à la suite d'une hospitalisation, ou des personnes qui croient en la santé, et que la santé est un vrai sujet dans le quotidien des gens, mais aussi dans l'économie française. Et voilà, ils ont parié, on a voulu initier cette aventure avec eux, et tant mieux parce que ce sont des personnes sur lesquelles on peut compter aujourd'hui. D'accord, donc c'est des personnes qui sont encore à votre board, qui sont encore Oui, investies dans Libéraux? OK. exactement. OK, bah, je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant et de finalement assez rare, donc bah, c'est vrai que c'est super, ça permet d'aller, beaucoup plus vite. J'ai une autre question, celle-là, elle me fait un petit peu j'aime beaucoup la poser également. C'est quelle est la première chose que tu as fait quand tu as décidé de lancer Libéraux? Lorsque j'ai décidé de lancer Libéraux, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit mon projet sur un PowerPoint, sur une vingtaine de pages, pour mettre à l'écrit le projet, mes idées,
ce que j'avais en tête. Et par la suite, je l'ai présenté à un ami qui est entrepreneur, qui avait d'amis entrepreneurs aussi, donc qui avaient l'habitude d'avoir vu des projets passer dans les espaces de coworking ou dans les incubateurs. Et puis ensuite, très rapidement, troisième étape, d'effectuer un startup week-end où, voilà, pour pouvoir rencontrer des personnes adaptées pour le projet. Ok, bah c'est très drôle que tu me parles du PowerPoint parce que j'avais prévu de te poser une question en fin d'interview sur est-ce que Libéraux aujourd'hui ça correspond à la vision que tu avais quand tu t'es lancé? Donc je vais te la poser tout de suite. Est-ce que Libéraux aujourd'hui ça colle avec ce que tu avais mis sur ce premier PowerPoint? C'est marrant parce que j'ai revu ce PowerPoint, bon, il y a plusieurs mois, mais il est accessible à tout le monde d'ailleurs dans l'équipe, si quelqu'un veut le voir. Donc il n'y a pas de secret, c'est les bases de Libéraux. Ça ressemble pas mal. Alors je me souviens d'être allée très, très vite dans l'aspect technique utilisateur. Et oui, au final, on est allé beaucoup plus loin, donc c'est parfait. Donc, mais oui, oui, bien sûr, ça ressemble beaucoup, mais depuis, on a fait tellement de choses que on a enrichi cette première source d'inspiration. Non, bah ça, j'en doute pas. J'ai encore une autre question sur vos débuts. Donc, dans l'épisode 9 de mon podcast, hein, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Hubert Viau de Maëla. Et je sais qu'il a eu un petit rôle à jouer dans Libéraux, parce qu'il vous a mis en contact avec une clinique sur Lyon. Donc, comment ça s'est passé et comment ça a pu vous aider au tout début? Effectivement, alors Hubert nous a beaucoup. Hubert cherchait des infirmiers pour de la sortie d'hospitalisation, puisque la solution Maëla est une solution de suivi à domicile. Et donc, son idée, c'était de savoir comment les infirmiers libéraux pouvaient utiliser son outil, pourquoi pas. Et lui travaillait beaucoup avec une clinique à Lyon, notamment, qui était finalement un de ses utilisateurs principaux. Et voilà, en sympathisant, en échangeant sur cette thématique, c'est lui qui nous avait écrit, je me souviens, sur LinkedIn. Du coup, dans les premiers mois de Libéraux, il nous a tout de suite dit, bah, si vous voulez tester votre solution, écoutez, il y a une clinique qui est super sympa et où les gens sont vraiment très ouverts à l'innovation pour l'expérience utilisateur-patient. Donc, au final, très, très, très rapidement, grâce à lui, on a pu tester la solution plusieurs mois au sein de cette clinique, ce qui nous a permis d'avoir des premiers patients, les premiers infirmiers, donc qui sont en fait finalement lyonnais à la base, alors qu'on est basé à Paris. Mais effectivement, heureusement que Hubert était là au début. Est-ce que c'est des choses qui sont assez récurrentes comme ça, le partage de compétences, le partage d'informations dans l'écosystème e-santé français? Alors, je dirais que le partage de tips ou de conseils ou de lieux d'expérimentation, aussitôt, enfin des startups jeunes entre elles, pas force, enfin si des conseils et autres, oui, mais c'est un peu dans tous les cas quand tu es jeune entreprise, ton objectif c'est toi de réussir. C'est malheureusement c'est un peu la course à celui qui va gagner un marché. Donc, mais par contre, plus on avance, plus en fait on se retrouve aux mêmes endroits, aux mêmes salons, au même événement à distance ou en présentiel. Et donc au final, on se connaît, on échange, on va manger ensemble. Donc cet écosystème est bienveillant. En tout cas, on identifie un réseau plutôt bienveillant. Et cet échange finalement de bons conseils ou justement d'alerte en disant attention, ne va pas voir telle ou telle personne, est assez importante parce que ça permet d'aller plus vite forcément. D'accord, oui, bah oui, en effet, c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir bénéficier d'une aide dans l'écosystème. J'ai quelques autres questions à te poser, donc plus sur Libéraux aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez quel volume de requêtes en termes de demandes pour des infirmières, pour des kinés, etc. Chaque semaine, on a des milliers et des milliers de requêtes pour des demandes de soins partout en France, avec bien sûr des zones qui sont plus demandées que d'autres, notamment les grandes villes, puisque c'est là où il y a le plus de population, donc c'est là où il y a le plus de demandes en soins. Et puis, on a aussi forcément des demandes en soins autres qu'infirmiers qui sont kinés, services à la personne. Et ça peut être vraiment très en lien avec des sorties d'hospitalisation, donc qui peuvent être beaucoup plus étalées dans toute la France. Ok, et une question qui est vraiment dans l'air du temps,
comment vous avez fait face à l'explosion de la demande liée malheureusement à la crise de la Covid? Alors la crise sanitaire, elle a eu plusieurs étapes. C'est comme c'est comme oui, c'est une vraie crise, c'est-à-dire qu'il y a eu un début, premières étapes de blackout total, donc où il y a finalement plus d'activité à l'hôpital, donc ça veut dire plus de besoins en soins post-chirurgie, par exemple, donc beaucoup moins d'injections, beaucoup moins de pansements, beaucoup moins de suivi de patients post-hospitalisation. Mais beaucoup plus de prise en charge de personnes âgées à domicile, de suivi de traitement pour des pathologies chroniques, bref, un changement vraiment radical. Et beaucoup d'infirmiers avaient très peu d'activité à cette période-là, tout début. Ensuite, dès qu'il y a les tests qui sont arrivés, parce qu'on a pu se faire tester à partir de mai-juin, à partir de ce moment-là, il y a eu une explosion de la demande en professionnels de santé dans tous les secteurs, que ce soit les établissements de santé, les EHPAD, les laboratoires d'analyse médicale où tout le monde faisait la queue devant. Il y a eu une vraie explosion du nombre de demandes, de besoins en professionnels de santé et surtout en infirmiers, parce que l'infirmier est capable de faire une multitude de soins très en lien avec le Covid, c'est-à-dire les vaccins, les tests, les soins post-hospitalisation. Et donc là, on a vu vraiment un décalage entre ces deux premières parties de la crise. Et nous, finalement, on a accompagné, pendant la première étape, on a accompagné beaucoup les établissements de santé pour les sorties d'hospitalisation Covid+. Donc, il y avait besoin quand même de soins à domicile, mais qui étaient positifs au Covid. Donc, on était partenaire de certains établissements de la PHP. Et en fait, par la suite, on a surtout beaucoup travaillé avec des entités privées. On a beaucoup travaillé avec les aéroports, avec les laboratoires de biologie, donc avec tout ce qui était même les entreprises qui voulaient développer des dépistages massifs lors du retour au bureau l'année dernière. Donc on a eu vraiment un switch d'activité et le domicile a repris en septembre de manière beaucoup plus massive. Et là, il revient à la normale. OK, d'accord. C'est vrai que oui, ça a été je vois bien, je pensais pas qu'il y avait eu, toutes ces phases-là, toutes les phases de crise. Peut-être une autre question à propos de ça, est-ce que vous avez dû faire du recrutement et peut-être comment ça s'est passé de faire du recrutement comme ça en période de crise entièrement, à distance? Du recrutement de professionnels ou du recrutement dans l'équipe? Du recrutement dans l'équipe de collaborateurs? Alors, oui, c'était une période qui était assez charnière parce que c'est une période où il y avait beaucoup d'activités. Donc, il fallait que les profils ou que les candidats soient ouverts aussi à une activité très dense, ce qui est clairement pas le cas de toute personne, ce que j'entends, hein, chacun a sa vision du travail. Donc, c'était vraiment d'identifier des profils qui étaient ouverts à beaucoup travailler, à beaucoup s'investir, à trouver toujours des bonnes idées. Voilà. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde hein, de tous les jours faire avec la crise en fait. C'est-à-dire c'est de l'agilité, c'est trouver des solutions, c'est innover, voilà. Et on a trouvé des très beaux profils qui nous ont vraiment fait en sorte de pousser très positivement les projets, la société, les produits qu'on a. D'accord. On a développé beaucoup de nouveaux produits tech depuis la crise. Ça nous a permis d'aller très vite sur les projets. Et puis des très beaux recrutements récents sur des profils high level qui nous permettent d'aller encore plus vite dans les projets et qui nous permettent aussi d'être visibles auprès d'acteurs B2B importants. D'accord, et c'était pas trop dur de les onboarder, de les accueillir, de leur transmettre la vision, de leur transmettre les tâches? Alors, nous, en toute transparence, dès le départ, si on voit l'aspect plus RH, chez Libéraux, alors on a déménagé là récemment, c'était pas forcément le meilleur moment pour déménager, mais il nous fallait des locaux plus grands. Donc on a déménagé. Et en fait, dès le départ, donc la santé des collaborateurs est importante, mais aussi voilà, pendant la crise, le confinement, les gens l'ont vécu de manière tout à fait différente. Et en fait, on a dit aux collaborateurs, voilà, le télétravail est de rigueur, hein, voilà, mais ceux qui souhaitent venir travailler dans les locaux parce que ils n'en peuvent plus au domicile ou ils ont besoin de venir sur un lieu dédié pour le travail, les bureaux restent ouverts. Donc on avait toujours une mini jauge comme ça de personnes qui venaient
pour essayer de décompresser et de passer un moment en, En équipe, ouais. enfin, pas forcément en équipe parce qu'il y a très peu de personnes, mais plutôt un moment surtout dans un lieu différent que son lieu de vie pour travailler. Et ça a été vraiment demandé et sollicité. Donc au final, on a onboardé pas mal de gens en physique. Après, on en a fait certains à distance, mais pour nous, l'aspect équipe, union est très importante parce qu'on sait que c'est ça qui est important pour mener à bien les projets, pour bien se comprendre, parce que quand on est via Teams ou via Zoom, voilà, on n'ose pas forcément tout dire, on est timide quand il y a tout le monde qui est autour du Teams. Donc, on voit les choses, même nous en tant que voilà, dirigeants, on voit les choses, on voit que c'est tout à fait différent le télétravail et le bureau. Et donc, on a permis cet accueil finalement au bureau. Et c'est pour ça qu'on a pu en aborder des personnes aussi en physique. Et justement, au tout début, quand je t'ai posé la question, tu m'as demandé si je te posais la question du côté recrutement de professionnels ou recrutement de collaborateurs. Donc, je vais te poser la question côté professionnel, parce que ça m'intrigue énormément. Comment vous y êtes pris pour recruter les premières infirmières et comment aujourd'hui vous vous y prenez pour recruter, pour sensibiliser les professions libérales à venir s'inscrire sur Libéraux? Oui, bah ça c'est l'enjeu de Libéraux, le recrutement des professionnels de santé. En tout cas, ça fait partie d'un de nos piliers, le réseau national de plus de 18 000 professionnels de santé. Oui, aujourd'hui on touche même beaucoup plus aujourd'hui, mais en tout cas sur environ entre 18 et 20 000 professionnels de santé partout en France, avec une grosse majorité d'infirmiers libéraux. Et au tout début, comme chaque jeune entreprise qui se respecte, on prend son téléphone et on appelle. Et on a passé énormément d'appels avec mon associé, les premières personnes, les premiers collaborateurs qui nous avaient rejoints. Après, on a utilisé des canaux comme justement le marketing, automation, les réseaux sociaux, pas tellement au départ, beaucoup d'appels vraiment au début. Et finalement, aujourd'hui, notre meilleur canal d'acquisition, c'est le bouche à oreille. Donc, c'est le recommandation par les pairs. C'est-à-dire que les infirmiers recommandent Libéraux à leurs propres consoeurs ou confrères. Donc, ça, c'est vraiment une vraie fierté pour nous parce que ça veut dire que tout ce qu'on a fait depuis le départ, ça nous permet de récolter les lauriers de notre travail. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup de recommandations et puis on essaie de développer la notoriété de Libéraux auprès des professionnels de santé par toute action, que ce soit des actions de webinaires d'information, de recrutement pour des missions en entreprise, par exemple, ce qui nous permet d'être visibles pour les professionnels de santé pour tout type de soins. Et au tout début, vous avez essayé de centraliser autour d'une seule ville, vous avez essayé de cibler une seule ville, ou vous êtes directement parti au niveau national? Alors, au tout début, forcément, c'était Lyon parce que c'était là où on avait fait notre Premier pas, quoi. notre POC avec notre MVP. J'aime bien ces acronymes à chaque fois. Ça fait très Startup Nation. C'est ça, Startup Nation. Et du coup, on avait donc beaucoup de professionnels de santé au début, donc vers la région Rhône-Alpes. Ensuite, bien sûr, très très rapidement Paris, Île-de-France. Bien sûr, c'est une grosse demande à ce niveau-là. Et en fait, c'est assez logique, c'est-à-dire que là où on a des requêtes patients, on va chercher des professionnels de santé. Donc, on a très vite fait cette démarche-là, c'est-à-dire que là où on avait des demandes patients, on allait de plus en plus recruter des professionnels de santé. Donc, en fait, à partir de notre lancement officiel en 2017, on a tout de suite ouvert l'Île-de-France, mais aussi très rapidement toute la France. Ok, c'est très clair. Une autre question à propos de votre business model. Je ne sais pas si tu peux en parler, mais comment il fonctionne votre business model? Oui, alors, donc, il n'y a pas d'abonnement pour les professionnels de santé qui s'inscrivent à Libéraux Pro. C'est un parti pris que nous avons pris après 1 an d'exercice où on s'est rendu compte que finalement, on ne voulait pas être considéré comme un apporteur de business pour les professionnels de santé. Parce que si les pros payaient pour utiliser notre solution, ça voulait dire qu'ils attendaient à un minimum de patients par mois. Sauf que
Un peu comme Uber finalement. Oui, voilà. Et donc, cette relation un peu de génération de chiffre d'affaires, bien sûr, elle s'entend tout à fait hein, dans un modèle économique comme effectivement Uber. Mais nous, on voulait pas, on n'est pas un Uber des soins à domicile. Nous, ce qu'on souhaite et dans nos valeurs, c'est vraiment d'accompagner les patients dans les soins dont ils ont besoin ou d'accompagner des structures dans la mise en place de campagnes de prévention dont ils ont besoin. Et pour cela, en fait, on a besoin des infirmiers libéraux, et des kinés, des sages-femmes et autres. Et donc, c'est une ressource plus que quelque chose sur lequel on développe notre modèle économique. Donc, en fait, le modèle économique, donc les pros ne payent pas pour être inscrits à Libéraux Pro. Ensuite, les patients ne payent pas sur libéraux.fr pour organiser leurs soins à domicile. Par contre, toute entreprise, structure ou établissement de santé ou même laboratoire pharmaceutique qui souhaite travailler avec nous pour que nous puissions mettre en place justement l'organisation de mobilisation de professionnels de santé au domicile d'un patient, en entreprise, sur un lieu donné pour effectuer un soin donné. Là, à ce moment-là, c'est nous qui coordonnons tout ça. Donc, c'est une prestation payante qui fait de ça notre business model. D'accord, ok. Comment ça se formalise ces partenariats avec les laboratoires? Alors, avec les laboratoires pharmaceutiques, donc il y a plusieurs types de collaborations possibles. Nous, l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner au mieux les patients dans leur pathologie à domicile, avec la venue des infirmiers libéraux. Donc, par exemple, je prends un exemple existant, Sanofi aujourd'hui nous accompagne sur deux pathologies qui sont l'asthme sévère et la sclérose en plaques. Et nous avons développé tout un parcours autour de ces deux pathologies, notamment deux questionnaires d'évaluation qui permettent finalement à un infirmier de se déplacer au domicile du patient, d'effectuer une évaluation globale et de donner les informations nécessaires aux patients qui se posent des questions. Et ça, c'est développer d'une part l'accompagnement des patients qui sont souvent qui ont souvent pendant la crise sanitaire décalé leur rendez-vous et qui n'ont pas pu voir leur praticien, donc qui ont décalé des soins parfois. Donc d'évaluer si la situation et finalement la situation de santé du patient est bonne ou pas. Et deuxièmement, un point très important chez Libéraux, la valorisation de la place de l'infirmier dans la prise en charge du patient. Donc le fait de mettre en place ce type de programme permet d'évaluer comment les infirmiers peuvent aujourd'hui prendre une place de coordinateur de soins au-delà du soin technique qu'ils font au domicile des patients. Ok. Une question qui va sûrement vraiment intéresser énormément les auditeurs et ceux qui veulent entreprendre dans la santé. Comment ça se passe les négociations avec un laboratoire? Je sais pas, c'est peut-être une question un peu confidentielle, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi? Est-ce que c'est toi qui vas vers eux? Parce que je sais que beaucoup d'entreprises e-santé doivent passer par là. Alors, on a eu les deux cas, mais on a eu beaucoup quand même le cas où c'est le labo qui vient nous voir, ou dans le sens où on avait déjà entamé des discussions parce qu'on est une entreprise en e-santé, donc on est identifié comme, voilà, comme un acteur potentiel avec lequel échanger. Donc, quand on échange, les laboratoires s'intéressent beaucoup à l'innovation. Donc, ils font beaucoup de benchmarks, d'échanges avec des entreprises innovantes ou des jeunes entreprises comme nous. Et lors de ces échanges, c'est là qu'on identifie finalement quels sont les scopes qui peuvent fonctionner ou pas. D'ailleurs, enfin, on n'est pas obligé de travailler avec tous les laboratoires. Tous les laboratoires ne sont pas non plus dans notre scope à nous. Et donc, c'est lors de ces premiers échanges, qui sont très informels par ailleurs, c'est là qu'on identifie voilà, s'il y a quelque chose d'intéressant à faire des deux côtés, de leur côté comme du nôtre. Et finalement, après, ça se fait en fonction du besoin. On ne va pas créer un besoin, ni d'un côté, ni de leur côté, ni de leur, du nôtre, pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est parce que soit ils viennent nous voir, soit on les sollicite via le networking, enfin, via le réseau ou via LinkedIn. Ok. Et j'avais une autre question à propos des verticales sur lesquelles vous travaillez. Donc ça, c'est peut-être plus une réflexion sur le monde entrepreneurial. Je sais qu'on dit souvent qu'il faut rester focus, qu'il faut vraiment avoir un seul objectif. Mais là, je vois bien qu'avec avec Libéraux, vous avez pu élargir le champ des possibles. Donc vous êtes parti du recrutement de personnes, de professions libérales sur la plateforme, ensuite les partenariats avec les professionnels, travailler aussi avec les entreprises.
Donc, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, on peut étendre le champ des possibles, on maîtrise bien ce qu'on fait, on peut passer à l'étape suivante? C'est un bon point. C'est vrai que l'année dernière, ça a été vraiment une année d'accélération et d'agilité, enfin, de demande beaucoup d'agilité. Et quand on a commencé à travailler notamment avec des compagnies aériennes, voire même l'aéroport d'Orly en entier, et des laboratoires de biologie médicale comme Biogroup, Synlab, qui nous demandaient finalement de les aider à renforcer leur équipe en mobilisant des infirmiers libéraux. Très vite, on a dû accélérer cette modalité, on va dire, d'activité qui était moins importante avant. On faisait plutôt beaucoup de mobilisation d'infirmiers pour des soins à domicile, en post-hospitalisation. Et au final, ça va de soi. C'est-à-dire que si ça devient quelque chose qui est un besoin client, forcément, c'est quelque chose, un pan d'activité qui devient très important et donc un modèle économique qui devient de plus en plus pérenne. Donc, forcément, quand on a identifié que oui, on avait un réseau d'infirmiers, oui, on avait les outils digitaux et oui, on avait l'équipe qu'il fallait, et qu'on pouvait mettre ces 3 piliers à disposition d'acteurs pour mobiliser rapidement des professionnels de santé en entreprise, en labo d'analyse ou au domicile du patient en partenariat avec les hôpitaux de la PHP, oui, clairement, on a accéléré ces pans-là qui étaient peut-être pas initialement notre présentation d'entreprise. Avant, on était vraiment plus focus sur l'organisation des soins à domicile. Donc, automatiquement, la question suivante, c'est quelles sont les perspectives, quel est le futur de Libéraux? Alors, notre objectif, déjà, c'est déjà à court terme de mener à bien toutes les vaccinations anti-Covid et dépistage et voilà, d'accompagner comme il se doit nos clients, qu'ils soient publics ou privés, dans la gestion de cette crise qui continue. Et à long terme, c'est d'être vraiment leader sur le marché français, voire un pays européen rapidement, sur cette justement coordination de mobilisation de professionnels de santé pour un besoin donné. Vous avez déjà commencé à identifier des pays dans lesquels vous pourriez vous implanter? On avait identifié quelques pays effectivement qui avaient des systèmes de santé, on va dire similaires à notre activité et à la France. Mais à ce stade, on n'a pas encore défini quel était celui qu'on allait lancer. Ok, d'accord. Bon, donc je te recontacterai dans un an pour te reposer cette question, pour savoir comment ça s'est passé. Ok, donc là on arrive sur la fin de l'échange, donc j'ai quelques questions à te poser pour finir. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment poser la question de quelle est ta plus grande fierté, quelle est ta plus grande réussite. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de connaître quel est ton plus gros échec, hein, parce que c'est vraiment ce qui forge les entrepreneurs. Donc, quel est le plus gros échec, ou peut-être ta plus grosse déception déconvenue à laquelle tu as dû faire face avec Libéraux? C'est une très bonne question. Désolée, je ne l'avais pas forcément en tête. Alors, j'ai peut-être dit autre chose lors d'un autre podcast ou autre, mais c'est vrai que j'y ai repensé là récemment. C'est parfois le manque de considération de certaines personnes, le fait que je sois infirmière et une femme, mais qui, à l'inverse, a été un énorme atout pour d'autres rencontres, d'autres partenaires, d'autres clients. Donc, mais ce sujet a été un peu toujours malheureusement parfois une déception, pas un échec, plutôt une déception. D'accord, c'est exactement la question que j'avais prévue après. Qu'est-ce qu'il faudrait, parce que vraiment, très honnêtement, tu es la première infirmière que je connais qui entreprenne, et je voulais savoir, est-ce que tu avais des idées justement pour sensibiliser plus les infirmiers, les infirmières à l'entrepreneuriat, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux sur ces thématiques-là? Déjà, il y a un vrai sujet, c'est que moi j'aime beaucoup les médecins et on a besoin des médecins, mais il faut vraiment se mettre en tête qu'il n'y a pas que les médecins qui ont le temps ou qui peuvent entreprendre. Il faut que les infirmiers se mettent, surtout les infirmiers libéraux qui ont leur propre entreprise, ont beaucoup d'idées sur beaucoup d'éléments et ils commencent à vraiment développer des choses intéressantes. Mais il faut que ça soit connu, il faut que ça soit soutenu. Et je pense qu'il manque souvent de confiance en eux et ils se disent qu'ils ne vont pas y arriver tout seuls.
Et bah, c'est sûr, on n'y arrive pas tout seul, on y arrive avec des collaborateurs, avec des partenaires. Ce que j'allais dire, est-ce que tu as été sensibilisée à ces thématiques pendant tes études? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être entourée de personnes et d'amis qui ne sont pas du milieu de la santé et qui sont beaucoup d'entrepreneurs qui, justement, ne voient pas de problème à innover ou à tester quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est au-delà d'être curieux, mais de se lancer du jour au lendemain pour tester quelque chose, c'est vraiment autre chose. Et moi, j'ai eu de la chance d'être à la période quand j'ai créé Libéraux, être dans une dynamique où je pouvais effectivement me permettre de prendre le temps de tester quelque chose. Mais c'est ce frein de se dire je ne pourrais pas le faire, j'ai pas les moyens, je connais personne. C'est sûr que si on commence à se mettre des freins, c'est qu'on n'a pas vraiment la fibre entrepreneur dans la main. Est-ce que tu as déjà été approchée par des écoles d'infirmières pour partager ton parcours? Alors oui, je partage mon parcours surtout avec l'Institut de formation des cadres supérieurs de l'AP-HP. J'ai présenté Libéraux à 2-3 reprises déjà. Et effectivement, au niveau des IFSI, je suis intervenue dans un IFSI, mais pas beaucoup plus. Je suis d'accord que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant pour surtout montrer aux infirmiers que la profession d'infirmière est très très riche. Elle permet de faire beaucoup de choses et surtout de voir beaucoup de choses dans différentes pathologies, dans différents services. On peut changer de service très, très facilement au final. Et ce qui nous permet d'identifier les besoins aussi en fonction des pathologies. Et c'est pour ça que de plus en plus, on voit des infirmiers aussi se développer et prendre des postes dans des startups ou dans des solutions, dans des entreprises qui développent des solutions plus digitales. Ok, bah super. Et ma dernière question à laquelle tu t'attends, est-ce que tu as un aventurier, une aventurière, un explorateur, une exploratrice préférée de laquelle tu pourrais t'inspirer pour entreprendre ou qui pourrait te motiver tous les jours? Bah, c'est marrant parce que j'y ai beaucoup réfléchi et comme je te le disais, c'est une question qu'on pose en entretien ou en amont de l'entretien, je ne sais plus. Et au final, en fait, hier, j'ai regardé la finale de tennis et en fait, les gens qui m'ont apporté la coupe, c'était un médecin et une infirmière. Et je me dis, bah, au final, moi, c'est ces gens-là, en fait, qui sont des vrais héros, des gens qui sont capables du jour au lendemain de sauver des vies et d'être au chevet des patients. Ça paraît un peu pompeux, mais c'est vraiment ça. Pour moi, j'ai pas de héros fictifs, c'est des vrais, en fait, qui me permettent de me dire que ouais, il y a des choses qui sont possibles. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes mes très nombreuses questions. Avec grand plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème HealthTech français.